dans l'univers du tapis, trésor d'écologie souvent oublié. Bonjour, nous sommes très heureux de vous retrouver pour cet deuxième épisode du tapis Toison d'Or. Nous avons évoqué dans notre première vidéo la richesse que recèle le tapis ancien. Dans cette deuxième vidéo, nous parlerons des origines. Pour bien comprendre la diversité infinie des réalisations picturales possibles d'un tapis ancien, qui le rendent unique et qui, par pudeur, laissent l'artiste anonyme, la plupart du temps, il suffit de se rappeler que chaque ville, chaque bourgade, chaque famille ont chacune leur visage, leur caractère, leur originalité. Le rêve qui s'échappe de notre tapis volant, s'imprégnant de ses multiples facettes, comme peut nous l'offrir le génie de la lampe d'Aladin, vous apaisera et vous rendra plus intelligent par le dialogue qu'il implore, nous dit Christian Guillet, dans l'adoration perpétuelle. Nous vous invitons à quelques images glanées au Golestan, en Perse et en Ouzbékistan pour vous mettre dans l'ambiance. La ville de Boukhara, au XIXe, connaît une activité glorieuse. On compte 360 mosquées, 38 caravansérails et 24 bazars. Mais le passé recule et le pittoresque s'efface. Les fameux tapis de Boukhara, qui firent longtemps la renommée de la région, surtout au XIXe, restent introuvables. Le régime soviétique avait interdit le tissage à la main, qui apparaissait comme un symbole de l'exploitation capitaliste. Samarcande, la capitale, fut fondée au VIe siècle avant Jésus-Christ. On y trouve le tombeau de Tamerlan, cruel conquérant turco-mongol de 1336 à 1405. Il va régner sur un empire qui s'étend de la Perse à l'Asie centrale. Le décor, une fois planté, revenons aux origines. Et d'abord, l'origine du premier tapis. On a trouvé en 1947 le premier tapis dit de Pazyryk, lieu de la découverte en Sibérie, qui date de 4 siècles avant Jésus-Christ. Aujourd'hui encore, l'origine n'est pas précise. L'origine précise, en fait, est inconnue. Bien que la technique soit celle du nœud turc, c'est-à-dire de brins de laine noués sur 2 chaînes, et que l'Asie centrale soit privilégiée, le débat reste ouvert entre son origine arménienne et persane. En Russie, l'original de ce tapis est conservé au musée de l'Ermitage, dans une chambre froide, bien sûr, et à l'abri de la lumière. Celui qui est exposé pour les visiteurs est une copie manufacturée
Voilà pour l'ancêtre. Plus récemment, 3 grandes régions se distinguent. La Perse, avec les merveilles de Shah Abbas, dynastie des Safavides, qui fait venir, pendant son règne, 1587-1629, les plus grands artistes connus de l'époque, dans tous les domaines. Notre François Ier avant l'heure, en quelque sorte. La Turquie, dont le point de Turquie est le modèle pour nos tapis français dits de la savonnerie au XVIIe. Jean de La Fontaine nous le rappelle dans sa fable « Le rat des villes et le rat des champs ». Sur des tapis de Turquie, le couvert se trouve ami. Le tapis de Turquie, donc, est le plus souvent créé pour la prière. Il offre un effet décoratif, plus saisissant, estompant les traits et les couleurs, avec audace sur les surfaces colorées pour que les plus larges taches se posent et se répondent. Le Caucase, dont nous avons un exemple derrière moi, qui s'illustre par la majesté de ses lignes géométriques et par ses tisseurs réputés arméniens. Ajoutons à ces 3 grandes régions quelques hauts lieux de tissage, comme l'Ouzbékistan, le Turkménistan, l'Afghanistan, sans oublier l'Inde avec les tapis Agra et la Chine qui offre de très beaux tapis de palais. Sachez enfin que pour apprécier la qualité d'un tapis persan, l'oriental retient essentiellement la finesse du tissage comme critère. S'il est vrai que le regard se perd à loisir dans le labyrinthe de ces arabesques dont les descendants de Cyrus, fondateur de la Perse il y a 2500 ans, ont le secret, la qualité du tapis ancien ne se mesure pas à une succession régulière de petits points qui sont réalisés en atelier sous la contrainte d'un carton, car la copie trop fidèle est l'arrêt d'un processus en marche, l'arrêt du toujours possible. Précisons, entre parenthèses, que s'il est nécessaire d'établir un carton préalable pour obtenir la rigueur de la composition, qui est très fouillée, c'est aussi codifier un texte et un dessin, ce qui interdit toute remise en cause et toute ouverture vers une réflexion ou une création nouvelle. Car codifier, c'est fermer la porte à toute fantaisie et au possible d'une interprétation artistique enrichissante et dynamique. Bien sûr, il ne s'agit pas de rejeter toute tradition ou mémoire enracinée de génération en génération, mais seulement de laisser ouverte un espace de liberté sur l'inattendu, seul capable de nous surprendre et de nous interroger. Ainsi, chaque tisserand nomade invente de nouvelles images à partir d'un motif traditionnel transmis oralement et qui, sans cet imaginaire, demeurerait inerte et figé. On observera 3 images d'un même symbole, la rosette solaire entourée d'oiseaux, ou de poissons, ou de petits dragons stylisés. Il y a 3 interprétations possibles. Contrairement à l'oriental, l'occidental, lui, attache plus de prix au simple équilibre de la composition, à l'harmonie des lignes et des couleurs, à l'originalité d'un art brut, en quelque sorte, à ce don de nous surprendre par sa fantaisie
où seul compte l'émotion et la magie suggestive contenant à la fois l'objet et le sujet lui-même, nous dit Charles Baudelaire. Nous terminerons cette vue d'ensemble du tapis ancien par un troisième épisode consacré aux images et autres réflexions. Ce présent de l'Orient à l'Occident doit retrouver sa place dans notre société goulue de mécanique. Tel un chaînon manquant qui, réintégrant notre espace de vie sédentaire, rétablit l'équilibre sans lequel la trame de notre vie intérieure se désagrège. Pour conclure, Georges Braque nous dit « Il n'est en art qu'une chose qui vaille, celle que l'on ne peut expliquer ».